Le point. Mais toutes ces désillusions dessinent pour nous une leçon, faille. Au fond, qui était Eliman? J'ignore sur quelle piste ton enquête t'a mené ces dernières semaines, mais je vois une réponse possible. Eliman était ce qu'on ne devait pas devenir et qu'on devient lentement. Il était un avertissement qu'on n'a pas su entendre. Cet avertissement nous disait, à nous, écrivains africains, inventez votre propre tradition, fondez votre histoire littéraire, découvrez vos propres formes, éprouvez-les dans vos espaces, fécondez votre imaginaire profond, ayez une terre à vous, car il n'y a que là que vous existerez pour vous, mais aussi pour les autres. Au fond, qui était Eliman? Le produit le plus abouti et le plus tragique de la colonisation. Il était la réussite la plus éclatante de cette entreprise devant les routes goudronnées, l'hôpital, les catéchèses, devant nos ancêtres les Gaulois. Quel crime de lèse Jules Ferry. Mais Eliman symbolisait aussi ce que cette même colonisation avait détruit avec son horreur naturelle chez les peuples qui l'avaient subi. Eliman voulait devenir blanc, et on lui a rappelé que non seulement il ne l'était pas, mais encore qu'il ne le deviendrait jamais malgré tout son talent. Il a donné tous les gages culturels de la blanchité, on ne l'en a que mieux renvoyé à sa naigreur. Il maîtrisait peut-être l'Europe mieux que les Européens, et où a-t-il fini? Dans l'anonymat, la disparition, l'effacement. Tu le sais, la colonisation sème chez les colonisés la désolation, la mort, le chaos. Mais elle sème aussi en eux, et c'est ça sa réussite la plus diabolique, le désir de devenir ce qui les détruit. Voilà Eliman, toute la tristesse de l'aliénation. Et je crois, Faye, que c'est le sort qui nous attend si nous continuons à courir derrière l'Europe, derrière l'immense littérature occidentale. Nous serons tous, chacun à notre manière, des Eliman. Peut-être le sommes-nous déjà. Et, dans ce cas, cessons de l'être avant l'anéantissement. Il faut dégager de là, Faye. Nous devons tous foutre le camp de là. L'asphyxie approche. Nous serons gazés sans pitié. Et notre mort sera d'autant plus tragique que personne ne nous aura acculés là-dedans. Nous nous y serons précipités en courant, dans l'espoir d'y être célébrés. On nous transformera en savon noir. Nos bourreaux se laveront ensuite les mains avec et se blanchiront davantage. Bonjour Mohamed Boungarsa. Bonjour Valérie. Merci d'être venu jusqu'au studio à l'occasion de la publication de votre 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes, en cette rentrée 2021 aux éditions Philippe Ray, et dont vous venez de nous donner lecture d'un extrait extrêmement engagé, qui engage en tout cas son personnage, pas forcément vous, nous verrons jusqu'à quel point quand on viendra de plus près à ce roman, mais revenons d'abord un petit peu sur votre parcours, car vous n'avez que 31 ans, et ce livre, qui fera date dans l'histoire de la littérature, je le dis tout simplement parce qu'il verse dans le grand fleuve de la littérature universelle un affluent trop peu présent, qui est celui de l'histoire littéraire africaine, du moins francophone, mal connu et trop souvent ghettoisé comme votre héros, et ses comparses le disent avec humour. Oui. Alors votre parcours, donc, c'est une naissance à Dakar en 1990. Vous avez grandi au centre du Sénégal, vous avez étudié au Prytanée de Saint-Louis du Sénégal, fort réputé, et puis vous êtes venu en France pour suivre des études de lettres et faire un doctorat à l'EHESS. Et je crois qu'il est toujours en cours, mais je voulais surtout que vous nous indiquiez le sujet de votre thèse de littérature, parce qu'il me semble qu'elle a un rapport assez direct avec ce nouveau livre. Oui, en effet, je travaille sur le roman africain francophone, mais dans une année précise, qui est l'année 1968. Et c'est l'année où ont été publiés 3 romans que j'estime majeurs dans l'histoire moderne de la littérature africaine francophone. Il s'agit donc du Devoir de violence de Yambo Ologem, des Soleils des Indépendances de Kourouma et de La Plaie de Malik Fall. Et donc ces 3 romans, c'est mon hypothèse de départ, dessinent une sorte de triangle original d'où serait sorti ce qu'on appelle le roman postcolonial dans l'histoire de la littérature africaine d'expression française. Voilà tout simplement le point de départ, et ce n'est pas sans rapport en effet, parce qu'il y a dans ce corpus le Devoir de violence, donc Yambo Ologem, qui est une des silhouettes à l'origine
de ce projet de roman, La plus secrète mémoire des hommes. Et qui est d'ailleurs le dédicataire de ce livre. Oui. Et j'y vais carrément parce que, puisque vous êtes versé dans des études littéraires, vous demandez pourquoi. Pourquoi Hologame? Pourquoi la littérature? Ah, eh bien écoutez, là, oui, vous y allez en effet directement. Je ne parle pas forcément tout de suite de l'écriture, oui. mais de l'orientation vers des études littéraires. Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours de jeune Sénégalais que vous avez été attrapé? Alors, ce serait compliqué de déterminer cette origine-là. Je crois simplement que vers la classe de première, j'ai commencé à lire beaucoup, vraiment beaucoup. Avant, je lisais, mais pas tout à fait normal. Mais à partir de la première, j'ai commencé à lire énormément et à m'intéresser à la littérature, pas simplement comme une discipline, comme une matière que l'on fait en classe, mais précisément comme quelque chose qui m'apportait des réponses ou mieux encore de meilleures questions. Et ça, c'est devenu tout simplement à côté de la philosophie. J'ai d'ailleurs longtemps hésité entre les deux disciplines et aujourd'hui j'hésite encore. Je suis un peu entre les deux d'une certaine façon. Mais j'ai choisi la littérature parce que c'était précisément là que je me sentais le plus à l'aise et que j'ai toujours trouvé dans la compagnie des livres une société agréable qui m'interrogeait, qui me formulait de meilleures questions. Et c'est pour ça que j'ai choisi finalement de faire mon chemin dans les études littéraires. Voilà. Alors, vous avez été comme Diégane Latyr Faye, votre héros, un jeune écrivain africain vivant à Paris et reconnu comme, je cite, une promesse à suivre de la littérature francophone dès votre premier roman, paru aux éditions Présence africaine, et qui s'intitule Terre Sainte. Il a reçu le prix Kourouma, qui vous a été remis en 2015, pour ce livre qui nous menait au cœur des enjeux de la radicalisation de la jeunesse dans un pays subsaharien, en décrivant les ravages qu'il provoquait dans une famille. Vous aviez alors 24 ans, c'est dire que vous n'avez pas attendu longtemps, et dire aussi qu'évidemment le sujet de Terre Sainte nous parle encore énormément aujourd'hui. Ouais. Avec le deuxième, couronné par le prix de la Porte Dorée et le prix Littérature Monde Étonnant Voyageur, ce sont les migrants dont vous avez incarné le quotidien, les difficultés et leurs relations avec ceux qui les accueillent. C'était en Italie que votre roman se situait, c'est Silence du cœur, toujours chez Présence africaine. Et inutile de dire aussi que cette question demeure. Et puis il y a eu le troisième qui a marqué un changement d'éditeur, et même d'éditeur au pluriel, puisque vous êtes désormais édité et chez Philippe Ray en France et au Sénégal par Ginsan. Et c'était donc Deux purs hommes qui fait incursion dans le Sénégal contemporain et où vous écrivez sans tabou sur l'homosexualité, qui le reste justement un tabou dans cette société qui vous a vu naître. Alors, juste une question par rapport à ce parcours. Dans quelle mesure l'ère du temps, l'actualité, les enjeux du monde et particulièrement du continent africain, nourrissent-ils les sujets de vos livres, votre inspiration? Parce qu'à un moment aussi, toujours dans le livre dont nous allons parler ensuite, La plus secrète mémoire des hommes, il est dit qu'il importait peu le sujet. Alors, voilà. En réalité, oui. Dans mes 3 premiers livres, vous l'avez rappelé, je m'intéressais en effet à des questions d'actualité, ou pour le dire plus précisément, à des questions de société, et de société au sens le plus contemporain, des questions qui posaient tabou, qui étaient difficiles, sensibles, très politiques directement, ou très culturelles, dans le cas par exemple de la question de l'homosexualité au Sénégal. C'était 3 livres qui étaient vraiment nés de l'observation de l'actualité et même d'une actualité bien précise, et je trouvais que l'une des fonctions ou l'un des rôles, je me méfie toujours de ces mots, mais en tout cas je me disais que la littérature avait quelque chose à dire, et le roman en particulier, qui approfondissait notre regard et qui élargissait aussi notre regard sur ces questions-là. Donc je me disais que la littérature devait être adossée aussi à la réalité, ne pas fuir les questions contemporaines, parce que précisément elle se donnait le temps. L'écriture donne toujours du temps, et dans cette écriture il y a toujours naturellement un écart qui se crée, qui fait qu'on n'est pas simplement à la remorque du réel,
mais qu'on est peut-être au contraire au cœur de ce réel-là, qu'on le comprend, le transfigure, l'éclaire beaucoup plus profondément et beaucoup mieux. Pour le quatrième roman, pour La plus secrète mémoire des hommes, je n'ai pas tout à fait, en réalité, vraiment changé de ligne, même si en apparence ça peut le paraître, mais puisque là, le sujet est difficilement identifiable. Oui, justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous pourriez résumer, sachant que j'ai bien sûr tenté de le faire pour ma part, mais comment est-ce que vous pourriez résumer votre... Je pense que vous le ferez mieux que moi. Je pense que les auteurs sont toujours les plus mal placés. Et pour ce livre, précisément, mon intention était de le faire échapper à toute forme de sujet ou d'identification un peu trop précise. Donc je pourrais dire de façon tout à fait large, un peu lâche, mais aussi très précise, que c'est la littérature en est le sujet. Le sens de la littérature en est le sujet. Et mon ambition, l'une de mes ambitions du moins, était de dire qu'en réalité, la littérature n'est pas une entité à part, complètement détachée de la société. Au contraire, tout l'un des propos du livre est de dire que la littérature et la vie sont une seule et même chose, et que de ce point de vue, la littérature est tout aussi sensible, son sens est tout aussi sensible. Interroger sa place dans la société, sa valeur dans la société contemporaine aujourd'hui est tout aussi sensible et tout aussi urgent, en tout cas pour moi, puisque j'y consacre ma vie comme beaucoup d'autres. Et je me disais, oui, c'est peut-être le moment d'essayer de dire pourquoi est-ce que tu t'engages dans une carrière d'écriture et quel sens ça a pour toi. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de réelle rupture. Peut-être dans la forme, peut-être dans la façon d'écrire, peut-être dans la démarche, dans la langue, il peut y avoir dans l'ambition peut-être, mais au fond, c'est toujours une façon de dire que la littérature est au cœur du réel et se demander pourquoi. Alors, dans votre roman, vous êtes à la fois universitaire, critique, journaliste, biographe, et tout ça, toutes ces casquettes sont réunies chez le romancier. Alors, j'y trouve la question suivante qu'un ami de Diegan lui pose. À partir de quoi es-tu devenu écrivain, Faye ? Oui, et la réponse que Faye lui fait, qui serait aussi la mienne, c'est que je suis devenu écrivain à partir des lectures, tout simplement. Et d'ailleurs, après, Faye, le protagoniste principal, le narrateur, le regrette un peu parce qu'il regrette de ne pas avoir une sorte d'origine comme ça, très précise, une sorte de mythologie personnelle très forte, un événement comme ça, vraiment qui l'aurait transfiguré et qui l'aurait mené à l'écriture. Lui n'en a pas. Le seul événement qu'il a eu et qui s'est déroulé sur de longues années, ce sont des lectures de plus en plus fortes, de plus en plus essentielles pour lui et qui ont fini par le féconder comme écrivain, par vraiment porter l'écriture. Donc, ce serait un peu ma réponse. Je cherche encore, c'est une question, peut-être qu'un jour je trouverai, j'identifierai dans mon enfance ou dans mes souvenirs un moment comme ça d'épiphanie où il y a eu une révélation où je me suis dit tu deviendras écrivain ou tu veux devenir écrivain. Mais pour l'heure, et au risque de décevoir nos auditeurs et de me décevoir moi-même, je suis devenu écrivain parce que j'étais et demeure un lecteur. Alors, vous allez trouver ce que vous appelez à un moment la métamorphose ontologique et qui qualifie justement ce qui arrive à votre jeune héros. Alors, je vais essayer envers et contre tout de donner à nos auditeurs une idée du contenu de votre livre, La plus secrète mémoire des hommes. Donc revient en effet en toile de fond la douloureuse histoire du Malien Yambo Wologem, prix Renaudot 1968 pour Le devoir de violence, paru au Seuil, fracassé par son accusation de plagiat. On le reconnaît sous la figure de T.C. Eliman, auteur d'un livre paru en 1938 et intitulé Le labyrinthe de l'inhumain, qu'un jeune écrivain africain installé à Paris, le nommé Diegan Latyr Faye, se voit remettre par son amie marraine dite Sigadé, écrivaine sénégalaise d'une insolente liberté, qui lui en contera l'histoire, qui est très liée à sa famille, à la famille de Marem. Cette lecture est un choc profond pour Diegan, justement une métamorphose ontologique, et le début d'une quête insatiable sur le destin de son auteur, disparu des radars, tout comme le fut
Yambo Wologen. Revue de presse, critique de l'époque, biographie, enquête de la journaliste Brigitte Bollem à l'époque. Diégan épluche tout et c'est l'occasion d'ailleurs d'un tableau passionnant de la réception d'un auteur africain, en écho avec la condition des mèmes aujourd'hui, décrite avec une imparable lucidité et beaucoup d'humour. Alors, tandis que le mystérieux Eliman est pisté jusqu'en Argentine, son passé émerge dans un poignant roman familial entre deux frères amoureux de la même femme, qui n'est autre que la mère d'Eliman. À cette fresque s'ajoute la dimension magique du manuscrit qui fera des victimes parmi ses lecteurs, et j'en passe sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celui de la Première, puisqu'Eliman part en France à la recherche de son père, tirailleur sénégalais, sans oublier non plus la dimension érotique avec une présence forte des femmes en passeuse primordiale. Et évidemment, je n'ai pas tout dit, loin de là. Et forcément, en vous lisant, on pense à celui dont vous dites qu'il est votre maître et qui est en exergue de votre roman, c'est-à-dire Roberto Bolaño, dont vous inspirez en tant qu'enquêteur littéraire. Quand vous dites que le sujet est la littérature, et avec une structure qui, là, est plus complexe et plus visible que celle des livres de Bolaño, puisque vous divisez en plusieurs livres et en biographèmes. Alors, cette construction, comment on l'établit quand on a tellement de sujets dans un seul livre ? Je pense que précisément, on ne cherche pas à l'établir. Je n'ai jamais été un maçon de la littérature ou du roman, parce qu'il y a ce qu'on appelle les maçons ou les architectes ou les écrivains du bâtiment qui ont des plans très précis, extrêmement structurés, détaillés et qu'ils suivent jusqu'à la fin. Pour ma part, ce n'était pas le cas depuis le premier roman et jusqu'au dernier. Donc même pour ce roman-là, il n'y avait pas de... La structure s'est faite au fur et à mesure que l'écriture avançait. Cela, évidemment, a beaucoup d'inconvénients, puisque parfois il y a des impasses, il y a des choses qui ne vont plus, il faut réordonner. Heureusement qu'on travaille avec Word et qu'on peut déplacer des masses de texte à certains moments facilement, et que... voilà, j'ai mis du temps avant de trouver une structure parce que précisément je n'en avais aucune idée au départ. J'avais en tête tout un ensemble d'aspects, de dimensions que je voulais aborder. J'avais en tête ce mélange des genres, j'avais en tête les différentes strates de temps, mais je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'elles devaient s'ordonner pour donner un roman vraiment qui soit cohérent. Et au bout d'un moment, en écrivant, je me suis dit que la cohérence pourrait naître précisément d'une sorte de chaos, d'une sorte d'organisation chorale, mais qui ne soit pas préoccupée par la linéarité, par une sorte de lisibilité qui viendrait du fait qu'on sait où on se trouve à tout moment. Au contraire, je me disais que oui, on peut savoir où on se trouve à tout moment, mais cela peut arriver au bout de quelques pages ou même dans un glissement de dialogue où on ne sait plus vraiment qui parle ou où on est. J'avais cette confiance-là. Vous nous secouez, voilà. vous nous secouez et vous demandez au lecteur de vous suivre, j'allais dire aveuglément, c'est un peu compliqué pour un livre, mais il y a quelque chose de risqué. Oui. Parce que ceux qui ne sont pas justement dans cet acharnement littéraire peuvent dire « Ah, c'est trop compliqué » ou « Je ne sais plus où j'en suis » ou voilà, vous prenez ce risque. Mais je crois que je fais confiance au lecteur, à son intelligence, et je me dis aussi que, en tout cas pour ma part, tous les livres que j'aime vraiment sont des livres aussi qui demandent ça à un moment donné, de s'accrocher au texte et de se faire confiance et d'être un lecteur courageux, tout simplement. Et un lecteur courageux, c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui se laisse porter dans un texte et qui fait confiance au texte, peut-être, ou à l'écrivain lui-même, et qui voit où ça mène. Évidemment, certains aimeront cette forme, d'autres seront perdus et la trouveront complexe, mais oui, je me dis que c'est le roman que je voulais écrire et c'est cette forme-là que je voulais écrire, et je pense que cette forme a une cohérence avec le sujet même, avec la vie même des différents personnages, et que là il y a peut-être une convergence
formelles et fondamentales qui me préoccupaient, qui me semblaient importantes. Et qui réserve de grands moments et des moments peut-être moins spectaculaires, Ouais. mais en tout cas qu'on ne lâche pas une fois qu'on y est, tant justement l'enquête est passionnante et palpitante. Alors, quelles sources ont été les vôtres, puisque si je ne m'abuse, ayant un peu lu des auteurs de littérature Vous africaine, êtes modeste un peu, oui. Bon. je me dis que on retrouve non seulement Yambo Walogem déjà évoqué et plusieurs de ses livres, pas seulement Le devoir de violence, mais aussi les Mille et une Bibles du sexe, qui est quand même un livre d'une audace extraordinaire. Mm. Ça rage aussi contre la France Nègre. nègre, sa lettre à la France nègre. Donc il y a tous ces versants différents du parcours de Wologem, de sa bibliographie et de sa personnalité aussi. Il y a un peu d'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, parce qu'on est quand même entre les Blancs, le Noir, la France, le Sénégal, la tradition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie de votre livre est profondément sénégalaise. Oui. Oui, ce n'est pas du tout un livre parisiano-parisien d'une certaine manière, ou tout au contraire, même s'il y a une action qui se passe à Paris, l'origine et une grande partie aussi se passe au Sénégal, et autant en ville que dans des espaces plus ruraux. Ça me tenait à cœur aussi parce que c'est aussi la trajectoire du personnage, c'est aussi un peu ma trajectoire, et ce n'est pas du tout une sorte de livre qui n'évoluerait que dans les sphères un peu feutrées du milieu littéraire parisien, qui ne sont pas toujours feutrées d'ailleurs, mais Non. voilà, ce n'est pas que là que ça se passe. Alors, est-ce qu'on peut trouver un peu de Ken Bougoul dans Sigadé? Je laisse cette question en suspens. Ah bon. Alors, chacun y répondra à sa manière. Moi, je dois dire que il y a des aspects quand même qui m'ont paru assez évidents. Il y a aussi une poétesse haïtienne. Oui. Et il faut faire attention de ne pas, j'allais dire, s'en tenir là, parce que à tout moment, l'écrivain et l'imam, et même les jeunes écrivains, sont intégrés dans la littérature mondiale, au point qu'en Argentine, ils fréquentent des auteurs fort connus. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cet épisode, là, complètement imaginé, Oui. de cet écrivain malmené en France et qui rejoint les cercles littéraires les plus Argentin, brillants. oui, Oui. avec où il fréquente le cercle, oui, de Buenos Aires, donc les Sabato, Gombrowicz, Victoria Ocampo, Borges, et puis toutes ces figures-là qui font partie de la mythologie de la littérature argentine, mais aussi mondiale, de l'après-guerre, l'Argentine de Deuxième Guerre mondiale. Et il me semblait important aussi de dire que cet écrivain n'était pas simplement un écrivain africain au sens où il serait enfermé dans les limites géographiques ou culturelles ou même littéraires du continent, que c'était quelqu'un qui faisait partie du mouvement, même imaginaire du mouvement de la littérature mondiale, et que cette littérature mondiale-là se retrouvait aussi dans ses livres, puisque le livre qui lui vaut l'accusation, Le labyrinthe de l'inhumain, est précisément cloué au pilori parce qu'on lui reproche d'avoir eu cette ambition-là d'embrasser tous les livres de la littérature mondiale, tout simplement. Donc cela se retrouve aussi dans sa trajectoire personnelle, dans ses voyages. Et c'est aussi une façon de dire que oui, la littérature est toujours cette fête absolue du livre, d'où qu'il vienne, de l'écriture, d'où qu'elle vienne, et qu'il n'y a pas de limite ou de rétrécissement comme ça à faire autour de la création littéraire. Et tout à l'heure, je ne suis pas revenu sur Bolaño, mais d'une certaine manière, c'était aussi une façon de dire ça, une façon de me dire, voilà, je ne suis pas non plus simplement quelqu'un qui chroniquerait
des événements ou des faits ou des situations qui ne se passeraient que sur une partie du monde. La littérature est un pays auquel tout le monde peut avoir accès d'où qu'il vienne. Et il y a cet appétit-là, ces désirs-là. En réalité, c'est ma propre passion de la littérature qui simplement transparaît là. Et c'est une passion qui ne s'interdit aucun espace et qui a même été tout à fait fécondée à chaque fois qu'elle a rencontré d'autres espaces et d'autres livres. Et le fait que le personnage d'Eliman ait eu ce passage-là en Argentine, on saura après pour quelle raison, et aussi une raison profondément, littéraire, voilà, précisément. Donc j'avais cette envie-là aussi. Oui, et vous rappeliez donc, et bien sûr, c'est l'accusation de plagiat de Wologem qui arrive aussi à Eliman, l'auteur du Labyrinthe de l'inhumain. Alors, il faudrait dire aussi que vous préfacez un roman méconnu de René Maran, dont on fête le 100e anniversaire du prix Goncourt, puisque cet Antillais administrateur colonial à l'époque en Ouban-Guichari a écrit donc Batouala, véritable roman nègre, et qui a obtenu donc le prix Goncourt en 1921, et c'était la première fois qu'il était attribué à un écrivain français noir. Et évidemment, cet appel à fonder ou à historiciser un patrimoine littéraire africain, naturellement, vous amène je pense, à accepter ce genre de préface. Oui, en réalité, ça s'est fait de façon tout à fait étrange. J'ai vu là, non pas un signe, mais je me suis dit que les aventures littéraires sont tout de même très, très, très curieuses. Puisque j'avais déjà fini le texte de La plus secrète mémoire des hommes quand cette proposition est arrivée. Et j'ai vu vraiment une sorte d'écho ou de cohérence à la fois, oui, très, très curieuse, mais aussi assez qui me semblait assez naturelle entre le destin de René Maran et puis une partie du destin d'Eliman, parce que ce sont deux figures d'écrivains qui sont à un moment donné victimes d'un malentendu, même si pour l'un c'est un malentendu très paradoxal puisqu'il repose sur une gloire qui est l'attribution du prix Goncourt, c'est René Maran, et puis que pour Eliman c'est sur tout à fait autre chose, un opprobre. Mais les deux sont liés par une question de malentendu, et le malentendu qui entoure René Maran, c'est précisément que on se demande toujours s'il a été vraiment lu, si le prix qu'il a reçu était vraiment pour son texte ou pour la préface de Batouala, qui était une charge anticoloniale très, très, très forte. Aujourd'hui, et pendant très longtemps, il a été simplement réduit à la formule du premier noir à avoir reçu ce prix Goncourt. Ce qui est toujours un peu, je pense, réducteur et même dégradant pour un écrivain qui a son talent et qui est doué. Et aussi, on l'a réduit seulement à l'auteur de Batouala, alors qu'il a écrit d'autres textes, dont Un homme pareil aux autres. C'est ce texte que vous préfacez aux éditions du Typhon. Aux merveilleuses éditions du Typhon, qui ont eu la très bonne idée de le rééditer, et qui est un texte personnellement que je trouve plus intéressant, par exemple, que Batouala, pour différentes raisons. Et René Maran lui-même considérait que Batouala n'était pas son meilleur roman. Il en a écrit beaucoup d'autres. Et Un homme pareil aux autres est actuel, pose des questions qui nous traversent encore aujourd'hui, et rappelle que René Maran était un formidable écrivain et pas simplement un symbole. Et il est important de toujours le dire, que les écrivains, que les œuvres, en tout cas, dépassent toujours les symboles que peuvent être leurs auteurs et les symboles dans lesquels on veut parfois les enfermer avec beaucoup d'autorité. Alors, il y a un certain nombre de citations, je ne peux pas les prendre toutes, mais je voudrais quand même en prendre quelques-unes. C'est extrait donc de La plus secrète des mémoires des hommes. « Même aujourd'hui, 10 ans après, vous ne comprenez pas. Ce qui l'a chagriné, c'est que vous ne l'ayez pas vu comme écrivain, mais comme phénomène médiatique, comme nègre d'exception, comme champ de bataille idéologique. » Alors ma question, Mohamed Boungarsar, c'est:
Est-ce que cela arrive encore aujourd'hui? Oui, cela arrive encore, et ce n'est pas simplement littéraire, cela arrive dans tous les domaines. Lorsque, par exemple, Barack Obama est élu, on dit que oui, c'est le premier écrivain noir. Évidemment, les Pas contextes sont écrivain, différents. Le président. premier président noir, mais Un joli il est lapsus. aussi devenu C'est vrai. écrivain. Donc bon, voilà. Et puis il paraît qu'il lit des livres et qu'il est très Oui, fin oui. lecteur, donc c'est très Oui. bien. On signale que c'est le premier président noir. Alors, ça a peut-être du sens dans un pays comme les États-Unis, mais le fait qu'on insiste tellement sur ce phénomène-là, qui est un accident biologique finalement, même si aux États-Unis ça a du sens, mais bon, est-ce que c'est ça le plus important? Lorsque une figure, une personnalité, un sportif réalise un exploit et qu'il est noir, on semble toujours devoir être obligé de préciser que cette personne est noire, comme si c'était ça qui lui avait permis ou que ça avait une importance particulière dans le fait qui est réalisé. Je trouve que ce sont toujours des réductions qui sont dommages, et dans la littérature, évidemment, ça arrive encore qu'on insiste sur cette caractéristique biologique-là, comme si c'était elle qui expliquait et qu'il ne devait rien d'autre à son talent, à autre chose. Et ça, c'est un peu agaçant. Ça me fait beaucoup rire, finalement. Ça énerve un peu, mais je pense qu'il faut aussi tourner ça en dérision. C'est aussi ce que j'ai tenté de faire avec un peu de l'humour dans ce texte aussi. Mais au fond, c'est une sorte de satire aussi sur la réception qu'on a des œuvres ou de ce qui est réalisé. Donc, donc oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. De même, W est le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie. Lisez son livre, forcément fabuleux. Autrement dit, quand vous avez publié votre premier roman, ou même en lisant ce quatrième, la critique peut être finalement plus sensible au fait que vous êtes un écrivain sénégalais vivant à Paris, dont je peux en témoigner, la couleur de peau est noire, puisque vous êtes en face de moi. Donc, tout cela, vous serez finalement très favorable dans la réception critique de... Alors, comment est-ce que vous vous en sortez par rapport à ce risque que vous décrivez vous-même? Je pense que le fait d'avoir parlé de ça dans le livre désarme un peu, évidemment. Donc c'était une ruse qui, pour l'instant, en tout cas, semble réussir. Non. Puisqu'en tout cas, je pense que personnellement, on ne me ramène pas à ça. Parce que précisément, l'une des charges les plus féroces, en tout cas par l'humour du texte, concerne cette question-là. Donc je pense que les médias font attention, évidemment, à ne pas être pris dans ce piège diabolique que j'ai tendu et dont je m'amuse un peu. Ce qui est surtout dommage, en réalité, ce sont aussi les écrans qui insistent peut-être trop sur les figures, les personnalités, et oublient les œuvres. C'est ça finalement le fond, au-delà de la couleur de peau, etc. C'est plutôt les récits parfois médiatiques qui sont faits peut-être pour intéresser, pour donner envie, pour promouvoir, pour attirer un public, etc. Mais ce qui est toujours terrible, c'est que dans tout ça, les œuvres apparaissent très peu ou ne servent que de faire valoir, comme si c'était les personnes qui étaient beaucoup plus importantes que les œuvres qui sont écrites. Or, moi, je pense que ce sont les œuvres qui subsistent, ce sont elles qui resteront, que les personnes, les figures passeront, sont périssables, ne sont pas grand-chose, et que finalement, si d'un écrivain quelque chose va rester, ce sera son œuvre et ses livres. Alors évidemment, je sais bien qu'on vit dans une époque où la présence de l'auteur, ou son phénomène, ou son apparence, ou sa spécificité, ou son parcours, ou tout un ensemble de choses comme ça qui relèvent de la biographie, sont plus importantes que les œuvres, en tout cas sont tout aussi importantes, mais j'ai encore la naïveté de croire qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut revenir aussi au sens des œuvres parce que c'est le plus important. Alors, je voulais justement vous donner en fin de conversation l'occasion de lire un autre extrait, tellement c'est en relation avec ce que vous venez de dire. Mais avant, je voulais vous demander si
un tel travail, une telle somme méritait de citer des sources, à votre avis, ou pas, par rapport au nombre finalement d'études, de chercheurs qui se sont un peu dans l'ombre aussi et un peu dans des ghettos universitaires ou de publications voués à étudier toute cette réception, tout ce statut de l'écrivain africain qui vous occupe. Si par exemple je devais citer des Est-ce sources, que vous en avez eu la tentation ou est-ce que vous avez fait une grosse recherche documentaire, historique pour alimenter, puisque vous citez beaucoup de critiques, de noms, alors on ne sait pas si au fond ces gens ont vraiment écrit ça ou si voilà. Oui, précisément, c'est pour ça qu'il n'y a pas un nom, parce que la plupart des citations ou en tout cas c'est dans le champ universitaire ou de la critique littéraire, sont tout à fait imaginaires. Donc tous les critiques littéraires cités sont imaginaires, tous les professeurs du Collège de France sont imaginaires, tous les articles cités sont inventés, tout à fait. Donc non, il n'y a pas de... Mais après, évidemment, ça ne m'a pas empêché de lire beaucoup de choses qui se sont écrites, non seulement en 68, donc enfin, un peu plus tard, autour de l'affaire Wologam, mais aussi en 38, pour voir le contexte littéraire de l'époque, comment les gens écrivaient, ce qui pouvait ressortir de certains articles. Oui, de ce point de vue-là, il y a eu une documentation pas si immense que ça, parce que vraiment, au fond, ce roman est vraiment un pur récit d'invention, vraiment d'imagination, même si sa base peut paraître réelle. Mais c'est précisément cette confusion-là que je voulais mettre en avant, mettre des éléments qui semblent extrêmement réels, vraisemblables, dans des environnements qui sont tout à fait imaginaires. Par exemple, à un moment, il y a un critique qui dit que Michel Léris le cite dans L'Afrique fantôme. Oui. Bon, c'est une citation tout à fait inexistante et fantôme elle-même. Donc, mais on peut se dire, on peut ouvrir l'Afrique fantôme et essayer de voir si ça existe. Mais non, mais c'est ça qui donne une épaisseur aussi à la fiction. C'est quand la proximité est telle avec la réalité qu'on se demande véritablement ce qu'on est en train de lire. Et dans cette confusion-là, naît quelque chose d'intéressant qui est précisément l'art du roman, je pense. Absolument. Et il a été autrefois remarqué que, non comme Wologem avec ses jeux avec la littérature universitaire qui lui ont valu ses accusations de plagiat, mais dans un tout autre style, l'intertextualité est une constante ou quelque chose, en tout cas un mode romanesque. On pense par exemple à Vers cassé d'Alain Mabankou. Et chez vous, les choses ne sont plus bolagnesques que directement dans la citation. Hein. Il y a Oui. voilà. Donc, bon, on pourrait passer des heures à continuer de parler avec vous de la plus secrète mémoire des hommes, dont je voudrais savoir d'où vient le titre. Précisément de Bolagno. Dans le roman, je pense il n'apparaît pas, en tout cas plus dans cette version finale-là, une référence directe à Bolagno, mais la seule référence, c'est en effet l'épigraphe du texte et la citation, qui est d'ailleurs extraite de cette épigraphe, la plus secrète mémoire des hommes. Voilà, je laisse les lecteurs aller découvrir comment Bolagno, dans quel contexte, dans quel texte Bolagno. Il faut encore qu'on joue, et ça tombe bien qu'on puisse jouer, puisque les éditions de l'Olivier ont entamé une grande réédition de l'œuvre de Bolagno, auquel on renvoie nos auditeurs, ainsi qu'évidemment à vos livres, Mohamed Mbungarsa, dont La plus secrète mémoire des hommes, chez Philippe Ray, et cette préface à René Maran, Un homme pareil aux autres, aux éditions du Typhon. Et donc, pour finir, une dernière petite lecture et mes remerciements d'être venu jusqu'à nous. Donc, il s'agit de ce passage. Je vous passe le livre en direct de là jusque-là, en vous remerciant encore. Merci beaucoup Valérie, et puis j'espère que cette discussion rapide aura tout de même été intéressante pour absolument passionnante pour les lecteurs. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de littérature, de valeur esthétique, ou est-ce qu'on parle des gens, de leur bronzage, de leur voix, de leur âge, de leurs cheveux, de leurs chiens, des poils de leurs chattes, de la décoration de leur maison,
de la couleur de leur veste, est-ce qu'on parle de l'écriture ou de l'identité, du style ou des écrans médiatiques qui dispensent d'en avoir un, de la création littéraire ou du sensationnalisme de la personnalité? W, le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie. Lisez son livre, forcément fabuleux. X est la première écrivaine lesbienne à voir son livre publié en écriture inclusive. C'est le grand texte révolutionnaire de notre époque. Y est bisexuel athée le jeudi et mahométan cisgenre le vendredi. Son récit est magnifique et émouvant et si vrai. Z a tué sa mère en la violant et lorsque son père vient la voir en prison, elle le branle sous la table du parloir. Son livre est un coup de poing dans la gueule. C'est à cause de tout ça, de toute cette médiocrité promue et primée, que nous méritons tous de mourir. Tous, journalistes, critiques, lecteurs, éditeurs, écrivains, société, tous. Que ferait Eliman aujourd'hui? Il tuerait tout le monde, puis il se tuerait lui-même. Je te le redis, tout ça n'est qu'une comédie, une sinistre comédie.